La famille la plus incestueuse du Mexique encore vivante aujourd'hui, ce qu'ils font est perturbant. Personne ne s'attendait à ce que cette fille, qui est arrivée pieds nus au centre de santé, avec une fièvre qui lui faisait trembler les bras, soit le début de l'une des histoires les plus douloureuses et difficiles à comprendre jamais racontées dans cette zone montagneuse de San Luis Potosí. Ils l'ont amenée à l'arrière d'une camionnette de Star Talada, enveloppée dans une couverture sale, et quand l'infirmière a demandé sa mère, un jeune homme a répondu par un nom qui s'est répété plus de fois que la normale. La première chose qui a déconcerté le personnel fut que la fille n'avait aucun document. La deuxième, que son visage avait une asymétrie si marquée qu'il était difficile d'identifier où commençait sa douleur. Un œil plus fermé que l'autre, une joue gonflée, et la façon dont elle disait ne me ramenait pas avec une voix rauque qui ne correspondait pas à son âge. Je suis Burgo, et ceci est Mexique interdit. Si ce type d'histoire vous impacte, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, nous ne venons pas juger, mais tenter de comprendre pourquoi il existe toujours des coins du pays où l'abandon, le silence et la peur sont les seules langues parlées. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne cherche pas le morbide, mais la mémoire. Et peut-être un peu de justice pour ceux qui ne savent pas qu'ils y ont droit. La fille s'appelait Inès. Elle avait 9 ans, bien que son corps semblât plus petit. L'infirmière Eulalia, volontaire depuis des années dans la région, fut la seule à remarquer quelque chose au-delà de la fièvre. Accompagnait Inès un jeune homme d'une vingtaine d'années, au visage tendu et à la mâchoire tordue. Il dit s'appeler Ismael Rosales. Et quand il signa le registre d'admission comme frère, le nom de famille coïncidait avec celui des supposés parents de la fille et aussi avec le sien. Dans ce petit carnet où l'on notait les cas du jour, le nom Rosales apparaissait 5 fois. Mais le plus étrange était comment ils se regardaient. Sans affection, sans haine, sans familiarité. Comme s'ils étaient unis par quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Pendant que les médecins tentaient de stabiliser Inès, Eulalia conversa avec Ismaël dans le couloir. Il répondait à peine. Il se limitait à répéter qu'il n'avait pas d'argent, qu'il vivait loin, que personne d'autre ne pouvait venir. Face à l'insistance d'Eulalia pour connaître la mère, il mentionna Nalelli, le père, il le nomma Elias, et le grand-père, Balthazar. Tous les Rosales. À un moment donné, Eulalia demanda la sœur cadette, et le jeune homme détourna le regard. Luce est à la maison, elle ne marche pas bien, mais elle ne veut pas sortir. Ce commentaire resta suspendu comme un présage. Cette nuit-là, en notant le cas dans son carnet personnel, Eulalia dessina quelque chose de plus que des données médicales. Elle fit un schéma. Au centre, Inès. Sur les côtés, Ismaël, Naleli, Elias et Balthazar. Et en dessous, Luce. Tous les Rosales. Dans cette carte improvisée, il n'y avait pas de ligne claire entre parents, frères ou grands-parents. Seulement un cercle fermé, vicié, impénétrable. Et bien qu'elle-même ne voulut pas encore l'admettre, quelque chose au fond de son cœur lui disait que cette famille cachait bien plus que la pauvreté. Le lendemain matin, Inès se réveilla agitée. Elle demanda sa poupée, sa sœur, et puis, sans que personne ne s'y attende, elle murmura quelque chose à l'oreille d'Eulalia. Luce ne bouge pas parce qu'elle est née mal, comme d'autres qui ne sont plus là. L'infirmière sentit un frisson. Ce n'était pas la phrase d'une enfant, c'était le souvenir de beaucoup. Vie qui peut-être n'avait duré que des mois, ou des jours. Le docteur a recommandé qu'Inès reste internée au moins 1 semaine. Mais le 3e jour,
Ismaël est revenu avec un ordre écrit à la main, par un supposé oncle qui autorisait la sortie. Il alléguait qu'il ne pouvait plus payer. Le papier n'avait aucun sceau. Malgré cela, Inès a été ramenée. Eulalia a tenté de les arrêter, sans succès. La fillette, en sortant, lui a remis en secret une feuille pliée en 4. C'était un dessin. Il montrait une maison en bois, 6 figures humaines, et une plus petite, à l'intérieur d'une sorte de cage. En bas, un homme écrit avec des lettres tremblantes « Luce ». C'est à ce moment-là que Eulalia a décidé d'aller jusqu'à cet endroit. Malgré les avertissements du personnel et la peur qui commençait à se former dans sa poitrine, elle a pris un jour de congé et a demandé à un prêtre du village de l'accompagner. Le père Gabriel a accepté avec méfiance. Il a dit avoir entendu des histoires d'une famille isolée dans la Sierra, où personne n'entrait sans être observé. Une fois, des années auparavant, quelqu'un du gouvernement a tenté de recenser la zone et est revenu avec la camionnette lapidée. Depuis lors, les Rosales étaient une rumeur, un écho parmi les chemins de terre. La route vers la communauté où ils vivaient prétendument était longue et escarpée. Il n'y avait pas de signal, ni de chemin balisé. À midi, ils sont arrivés dans une zone boisée avec une maison visible au fond. Elle semblait abandonnée. Mais en s'approchant, Eulalia n'a pas repris son souffle derrière un rideau déchiré. Un visage les observait. C'était Nageli. La femme est sortie sans dire un mot. Elle avait les yeux creux, le visage osseux, et une expression de quelqu'un qui a cessé de lutter. Derrière elle, Elias est apparu. Il n'a pas dit son nom. Il n'a pas salué. Il a seulement demandé ce qu'il voulait. Quand Eulalia a mentionné Inès et Luce, les muscles du visage de Nageli se sont tendus. Elias a demandé qu'il parte. Il a dit que tout allait bien. Mais avant qu'il ne puisse faire demi-tour, une voix enfantine a été entendue de l'intérieur. C'était Inès. Elle disait que sa sœur était malade, qu'elle avait besoin d'aide. Le père Gabriel a tenté d'intervenir. Il a parlé de compassion, de Dieu, d'humanité. C'est alors qu'un troisième homme est sorti de l'intérieur. Âgé, maigre, avec la barbe grisâtre et un regard de glace. Balthazar. Il ne portait pas de chemise, seulement un pantalon attaché avec une corde. À la main, un bâton sculpté. Il n'a pas demandé qui ils étaient. Il a seulement dit « Ici, personne n'entre. Et mes petites filles ne vont nulle part. » Le silence qui a suivi fut lourd. Comme si l'air lui-même refusait de bouger. Eulalia a tenté de dire quelque chose, mais Elias fermait déjà avec force la porte en bois. Avant cela, cependant, Inès s'est penchée par le rideau et a murmuré. Luz pleure quand il l'enferme. Eulalia sentit son cœur serré et ses mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une famille pauvre. C'était une prison silencieuse. Une qui portait des décennies de douleurs enterrées sous le même toit. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le pire était à venir. Pendant les jours suivants, Eulalia n'a pas pu se réconcilier avec la situation. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image des visages qu'elle avait vus dans cette maison revenait avec plus de force. Surtout les yeux d'Inès, qui semblait demander de l'aide sans savoir comment l'exprimer. Cette phrase, dite avec autant de tendresse que d'horreur, « Luz pleure quand il l'enferme », ne sortait pas de son esprit. Elle a tenté de chercher des registres de la famille Rosales dans les archives de la mairie, dans les systèmes du DIF et même dans le recensement scolaire. Rien. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé officiellement, ni Inès, ni Luz, ni Ismaël. Encore moins Nageli ou Balthazar. Il n'y avait que l'absence, ni. Et le silence. Décidé.
Eulalia a rédigé une plainte devant la Commission d'État des droits de l'homme, dénonçant de possibles abus, négligence médicale et dissimulation de mineurs. Elle n'a pas reçu de réponse. Elle a personnellement apporté une copie au parquet de la ville voisine. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas agir sans preuves concrètes. Quand elle a mentionné que l'un des enfants pourrait être dans une prison privée, le fonctionnaire l'a regardée avec lassitude et a répondu que les familles rurales ont leurs propres coutumes. C'était un mur invisible. Froid. Comme si l'histoire n'avait pas de valeur pour s'être déroulée loin du regard de la ville. Sans alternatives légales immédiates, Eulalia a cherché de l'aide à la radio locale, auprès d'un journaliste vétéran nommé Dario Mendoza. Il avait déjà enquêté sur des disparitions dans des communautés indigènes et savait comment s'y prendre dans les zones difficiles d'accès. En entendant le nom de Rosales, il a gardé le silence quelques secondes. Puis il a expliqué que, des années auparavant, un de ses collègues avait tenté d'informer sur une famille similaire dans cette zone montagneuse. Il n'a jamais réussi à sortir de la voiture. Il a été menacé par des hommes armés de fusils et l'affaire a disparu de la rédaction. S'ils sont les mêmes, c'est une bombe qui n'a jamais explosé parce que personne n'a eu le courage d'allumer l'allumette, a-t-il dit. Dario a accepté de l'accompagner sur les lieux en portant un équipement discret, une caméra cachée et un enregistreur. Le jour indiqué, ils sont partis à l'aube. Le chemin, déjà en mauvais état, semblait avoir avalé la végétation. Quand ils sont arrivés, la maison était toujours là, inchangée. Mais quelque chose d'étrange. Le rideau de la fenêtre avait disparu, et tout semblait plus silencieux. Beaucoup plus silencieux. La porte était entr'ouverte. On n'entendait pas de voix, ni de pas, ni même les pleurs que Eulalia s'attendait à entendre. Ils sont entrés avec précaution. L'air était dense, avec une odeur de poussière, de fumée et d'humidité. Dans la pièce principale, ils ont trouvé des matelas par terre, des vêtements d'enfants éparpillés partout, des assiettes sales entassées, mais personne. Dans un coin, contre le mur, il y avait quelque chose qui a glacé le sang de Eulalia, une poupée de chiffon, avec la tête attachée par un ruban noir. Sur la poitrine de la poupée, il était écrit au fusain lumière. Ils ont monté 2 marches improvisées, qui menaient à une pièce plus petite. Là, un vieux matelas était entouré de morceaux de bois, comme s'il formait un berceau improvisé. Par terre, des marques de clous. Sur le mur, il y avait des lignes rayées comme si quelqu'un marquait les jours, et, parmi elles, le dessin d'une fillette aux bras tendus et les larmes aux yeux. Dario a commencé à prendre des photos discrètement. Mais ce n'est qu'en sortant de la maison qu'ils ont remarqué quelque chose au fond du terrain. Il y avait une petite construction, comme une cave, avec une porte métallique attachée avec des chaînes. En s'approchant, ils ont entendu un léger bruit, un gémissement, un son étouffé. Eulalia a frappé à la porte et a appelé lumière. Il n'y a pas eu de réponse. Mais le son a continué. Dario a tenté de forcer la chaîne, mais elle était ferme. Eulalia les a suppliés de chercher de l'aide immédiatement. Ils ont enregistré l'emplacement, noté les coordonnées, enregistré une courte vidéo qui montrait la porte, les environs, les empreintes. Et ils sont retournés à la ville en urgence. Quand ils sont arrivés au ministère public avec les preuves, ils ont trouvé plus de résistance. Ils ont dit qu'une plainte anonyme n'était pas suffisante. Qu'ils ne pouvaient pas envahir une propriété privée sans un mandat judiciaire. Seulement après avoir fait pression sur un procureur connu, avec les images et enregistrements audio, ils ont réussi à programmer une visite officielle pour 5 jours plus tard. 5 jours. Eulalia pleura dans la salle de bain du tribunal, sachant que, pour une enfant comme Luce,
5 jours pouvaient sembler une éternité. Le lendemain matin, Dario publia un reportage radiophonique, sans révéler de nom ni de lieu exact, mais décrivant la situation d'une famille invisible dans les montagnes de San Luis Potosí, où des mineurs vivaient sous suspicion d'abus et de confinement. Le reportage devint viral dans les médias locaux. Les commentaires commencèrent à pleuvoir. Les gens disaient avoir entendu parler de la famille Rosal. Un cantonnier affirma avoir vu 2 fillettes aux formes proches il y a de nombreuses années. Un ex-professeur se rappela une élève de nom de famille Rosals qui disparut soudainement du système scolaire. Fragment, écho, rien de concret. Rien de... 2 jours avant la visite officielle, Eulalia et Dario décidèrent de retourner discrètement sur les lieux, craignant qu'il n'arrive quelque chose à Luz. Mais en arrivant, ils trouvèrent le portail cassé. La porte métallique était ouverte, et le débarras était vide. Il n'y avait pas de matelas, ni de chaîne, ni de poupée, ni de marque. Seulement un mot écrit sur le mur au fusain. Pardon. L'intérieur de la maison était aussi désert. Les quelques meubles qui restaient étaient renversés, les chiffons ramassés. Et sur le sol du salon, il y avait des cendres. Cendres épaisses et noires, avec une odeur de plastique brûlé. Dario fouilla le lieu, prit des photos. Eulalia, émue, resta debout au centre de la pièce, le regardant et là où se trouvait autrefois une poupée appelée Luz. En sortant, ils trouvèrent des traces fraîches de bottes. Ils ne savaient pas si elles appartenaient à la famille ou à quelqu'un qui les observait. L'ambiance était hostile. Et pour la première fois, Dario suggéra de s'arrêter. Il dit que peut-être il s'était décidé. Mais cette nuit-là, en revoyant les images, ils virent quelque chose qui changea tout. Une des photos, prise par Dario avec la lentille cachée, captura un moment unique. 2 petites silhouettes derrière la fenêtre, regardant vers l'extérieur. L'une avec les cheveux ébouriffés, l'autre plus petite, presque cachée. C'était une image floue, granuleuse, avec peu de lumière, mais suffisante pour montrer que là existaient 2 fillettes. Inès et Luz. Le dernier jour où elles furent mal vues, cette photo deviendrait la seule preuve publique que cette famille existait, que ces fillettes étaient là, et que le silence institutionnel les engloutissait, comme il engloutit tant d'autres nés hors de la carte et de la vue. Eulalia fit imprimer la photo. Elle la plaça dans son salon, avec une bougie allumée à côté. Chaque nuit, elle répétait le même murmure. « Pardonne-moi, Luz. Pardonne-moi. » Mais il restait encore une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Pourquoi personne n'avait rien fait avant? Et qui, finalement, étaient vraiment les parents de la fillette? Dans les jours suivant cette dernière visite, quelque chose changea dans la communauté. Bien que personne ne prononçât ouvertement le nom Rosales, tous semblèrent pressentir que quelque chose d'obscur se déplaçait sous terre, comme une racine pourrie qui commençait à se frayer un chemin. La radio de Dario reçut des messages anonymes. Certains contenaient des menaces voilées. Laissez les morts en paix. D'autres offraient des pistes incomplètes. Le vieux Balthazar n'est pas celui qu'il prétend être. Mais aucun ne contenait une adresse, un numéro de registre civil, une identité. Eulalia, dévastée, ne pouvait oublier Luz. Elle commença à fouiller dans de vieilles archives d'hôpitaux locaux, des actes de naissance manuels, des listes scolaires qui n'avaient pas été mises à jour depuis des décennies. Dans l'un de ses livres, écrit à la main par une institutrice rurale en 1998, elle trouva le nom de Nayeli Rosales.
une enfant de 12 ans qui avait fréquenté l'école pendant 3 mois avant que sa famille ne l'emmène. À côté de son nom, un commentaire, intelligent mais effrayé. Et maintenant, quand nous parlons de la ville, il n'y avait pas de photo. Seule cette phrase écrite au stylo bleu, presque décolorée par le temps. En connectant les pièces, Eulalia se rendit compte que Nageleh aurait pu être la première à faire là-bas, ou la dernière à tenter de s'échapper. Avec cette hypothèse, elle chercha des naissances d'enfants avec le nom de famille Rosales entre 2020. Rien. Aucun état civil. Aucun baptême. C'était comme si cette lignée n'existait que dans la boue, dans le bois de la maison, et dans la mémoire de ceux qui osèrent de s'approcher. Ce fut alors que Dario, avec plus de réticence, partagea quelque chose qu'il gardait depuis des années. Une copie d'un dossier inédit d'un ancien reporter nommé Emiliano Corral. Daté de 2006, le document racontait une tentative d'enquête sur une famille qui vivait isolée dans les montagnes de San Luis Potosí. Le journaliste informa que le noyau familial était un homme nommé Balthazar, qui affirmait avoir fui la ville après des péchés du passé. Le document mentionnait un cas clos d'abus à Ciudad Valles dans les années 1970. La victime s'appelait Nageleh R., mineur. L'agresseur présumé était Balthazar Rosales, son propre père. Les pièces commençaient à s'assembler. La Nageleh de 1998, la Nageleh de la dénonciation de 1974, la Nageleh mère d'Inès et Luz. La chronologie révélait quelque chose de terrible, 3 générations se fondant en une seule. Des enfants qui étaient aussi des frères. Des petits-enfants qui étaient enfants et neveux à la fois. Un cycle fermé et silencieux de effusion de sang, perpétué non par une brutalité explicite, mais par un abandon systématique. Eulalia et Dario retournèrent au parquet avec le dossier. Cette fois, ils réussirent à ouvrir une enquête. Mais le temps avait déjà fait son œuvre. La maison avait été abandonnée. Le terrain vendu à un paysan qui jurait ne rien savoir. Et la seule vraie piste était l'image des filles à la fenêtre. Malgré tout, avec autorisation judiciaire, ils purent creuser une partie du terrain. Parmi les cendres et les décombres, ils trouvèrent des fragments de jouets, des morceaux de tissu d'enfant enterrés près d'un arbre, un crucifix en bois avec le nom Luz gravé au couteau. Aucun corps, aucun os. Seulement un silence dense comme une tombe fermée. Pendant ce temps, des rapports firent état d'une silhouette solitaire qui errait sur les sentiers proches. Un jeune homme grand, aux cheveux ébouriffés, aux vêtements sales et au regard perdu. Ils le décrivirent comme quelqu'un qui ne demandait rien, mais ne répondait pas non plus. Il marchait simplement. Et un jour, il disparut simplement. Pour Eulalia, il n'y avait aucun doute, c'était Ismaïl. Décidée à comprendre l'esprit du jeune homme, elle chercha quiconque aurait pu avoir eu contact avec lui. Finalement, elle trouva une ancienne commerçante, Doña Léonore, qui vendait de la nourriture dans un village voisin. Elle dit qu'environ 2 ans auparavant, un jeune homme inconnu était venu seulement pour acheter à Rosia Saït, toujours en espèces, sans échanger un mot. Un jour, il lui demanda des ciseaux. Quand elle dit qu'elle ne vendrait pas, il se montra les cheveux et ensuite le cœur, comme pour dire « Je veux couper ceci, parce que ça me fait mal ici ». Doña Léonore se rappela que, ce même jour, un papier plié lui était tombé. En l'ouvrant, c'était un dessin, 3 cercles superposés. À l'intérieur de chacun, un nom, Nayeli, Balthazar, Ismaïl. Au centre, un enfant aux larmes noires. Ce n'était pas seulement un dessin, c'était un cri. Cette image, combinée avec les autres matériaux,
commença à reconstituer le puzzle de ce qu'aurait pu être la vie quotidienne des Ozal. Sans école, sans Dieu, sans témoin. Le lignage ne se définissait pas par l'amour ni la responsabilité, mais par la répétition du silence. Chaque génération donnait l'usage à la suivante sous le même toit, sans issue, sans identité. Dario commença à recevoir des messages de numéros inconnus. Certains l'avertissaient d'arrêter. D'autres disaient « Ils sont dans un autre ranch ». Mais maintenant, il le dissimule ce mieux. L'un des messages contenait une photo floue, prise de l'intérieur d'une voiture. Elle montrait un jeune homme très ressemblant à Ismaïl, marchant sur un chemin de terre, suivi d'une petite fille plus jeune, avec un t-shirt blanc et pieds nus. C'était Inès. Eulalia, épuisée, décida de faire une dernière tentative. Elle alla à la radio et lança un appel public. Elle dit qu'elle ne voulait ni punition, ni gros titres. Elle voulait seulement savoir si Inès et Luz étaient vivantes. Et que si quelqu'un savait où elles étaient, laisser une note, une pierre tombale, n'importe quel signe. À la fin de son discours, elle donna la phrase qu'ils avaient trouvée écrite sur le mur de l'entrepôt. « Pardon ». Et elle répéta « Pardon à ceux que nous avons laissés seuls. Pardon aux filles qui sont nées pour souffrir. » La semaine suivante, quelqu'un laissa une enveloppe sous la porte de la radio, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, une carte dessinée à la main avec des lignes floues et une flèche qui indiquait un endroit près de Cerritos. À côté, 2 mots vivant ici. Eulalia et Dario partirent immédiatement. Mais ce qu'ils trouvèrent là fut encore plus inquiétant. Le chemin jusqu'au point marqué sur la carte était précaire, flanqué d'une végétation épaisse et de roches lâches qui obligèrent Eulalia et Dario à arrêter la voiture plusieurs fois pour continuer à pied. Il n'y avait pas de maison à proximité, ni de gens, ni de signal de téléphone portable. C'était comme entrer dans une partie du Mexique où le temps s'était arrêté. En s'approchant du lieu indiqué, ils virent un sentier de terre qui semblait fraîchement foulé. Des empreintes légères, pieds nus, trop petites pour celles d'un adulte. Et à côté d'elles, des empreintes de bottes plus profondes. Dario activa la caméra cachée dans la poche de sa chemise et demanda à Eulalia de marcher derrière lui. Il y avait quelque chose dans l'air. Une tension silencieuse qui grandissait à chaque pas. Quand ils tournèrent finalement le dernier virage du sentier, ils virent, au centre d'une clairière, une cahute construite avec différents types de planches, comme si elle était faite avec les restes d'autres constructions abandonnées. Elle était plus petite que la précédente, sans fenêtre visible, juste une porte centrale, fermée par un loquet en bois. Il n'y avait pas d'odeur de nourriture, mais quelque chose leur faisait croire qu'il y avait de la vie à l'intérieur. Eulalia s'approche lentement. Elle frappa ses phalanges et appela Inès. Il n'y eut pas de réponse. Elle appela Luz. Silence. Alors, de l'intérieur de la forêt à droite, une silhouette émergea. C'était Ismaïl, plus maigre qu'avant, avec les yeux encore plus enfoncés. Sa chemise blanche était déchirée et tachée, ses cheveux en désordre et ses pieds nus. Il ne dit rien. Il regarda simplement Eulalia avec une expression vide et tendit la main, comme pour l'empêcher de toucher à nouveau. Dario garda ses distances, mais observa tout avec attention. Ismaïl fit un geste lent, montrant la maison, puis la forêt. Puis il porta ses doigts à ses lèvres, indiquant le silence. Avec un regard hésitant, il se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit juste assez pour que Eulalia puisse voir l'intérieur. Là, assise sur un vieux tapis, se trouvaient Inès et Luz. L'image fut comme un coup. Inès avait grandi, mais son visage restait marqué par la même asymétrie.
Son regard était plus mature, comme si elle avait appris à souffrir en silence. Luz, en revanche, semblait plus petite qu'elle ne l'était, avec les jambes recroquevillées et les bras lui couvrant une partie du visage. Toutes deux étaient sales, mais vivantes. Inès regarda Eulalia et ne dit rien. Elle sourit seulement avec tristesse, puis baissa la tête. Luz commença à pleurer en silence, comme si elle avait déjà appris que pleurer à grands cris entraînait une punition. Ismaïl entra dans la maison et ferma la porte derrière lui. Eulalia resta là debout pendant de longues minutes, sans savoir quoi faire. Ce n'était pas une invasion, ni une visite. C'était une supplique silencieuse. Ismaïl ressortit quelques minutes plus tard. Il apportait une feuille de papier pliée. Il la remit à Dario et désigna le sol, comme pour dire « Lisez de loin ». Ils se retirèrent de quelques mètres, s'assirent sur un rocher et ouvrirent le papier. C'était une lettre écrite à la main par Inès. Les lettres étaient irrégulières, avec des mots mal écrits, mais compréhensibles. Le texte disait que, depuis qu'ils avaient quitté leur ancienne maison, ils s'étaient cachés. Que leur grand-père, Balthazar, était mort des mois auparavant, après s'être étouffé à l'intérieur. Une possible référence à une maladie non traitée. Que Nalélia avait disparu dans la forêt une nuit pluvieuse, emportant un couteau. Et qu'Elia avait été emmenée par des hommes dans des voitures blanches qui avaient promis de l'aide, mais n'étaient jamais revenus. Ismaïl, selon la lettre, les avait élevés seuls. Il ne savait pas bien cuisiner, ni soigner les blessures, ni consoler des cauchemars. Mais il ne frappait jamais. Il ne s'enfermait jamais. Il n'obligeait jamais personne à faire quoi que ce soit. C'était, selon Inès, un frère triste qui tentait d'être père. La lettre se terminait par une demande. « Si vous ne pouvez pas nous emmener, laissez-nous de la nourriture et des livres. Et une brosse à dents. » Dario garda le silence un bon moment. Bon. Elia pleurait en silence, se couvrant les yeux avec les mains. Il savait qu'il ne pouvait pas emmener les filles sans permission. Mais il savait aussi que les laisser là était une condamnation. Ils décidèrent de revenir avec des provisions et d'essayer d'impliquer discrètement une ONG qui travaillait avec les urgences infantiles. Les jours suivants, ils firent 3 voyages. Ils laissèrent d'Ausset des provisions cachées dans des boîtes sous des pierres, des livres pour enfants, des vêtements et même une lampe de poche. Ils ne revirent jamais Ismaïl ni les filles. Mais les signes que quelqu'un prenait les dons étaient toujours là. Des empreintes fraîches, des vêtements changés, de la nourriture manquante. Lors de l'un des voyages, ils trouvèrent une nouvelle note. Cette fois, brève. Merci. Inès a sa première brosse. Dario écrivit un article plus approfondi, sans nom ni lieu. Il parlait de la famille invisible qui se reconstruit dans l'ombre. L'article causa un émoi. Certains envoyèrent des dons, d'autres de fausses accusations, et certains des menaces. On disait que les Rosales avaient été protégés pendant des décennies par des politiciens locaux, qui connaissaient les rumeurs, mais ne voulaient pas de scandale pendant la saison électorale. Un employé municipal confessa même qu'en 2010, ils avaient reçu une plainte anonyme concernant des enfants aux visages étranges qui vivaient avec un vieil homme dans la montagne. Mais ils l'archivèrent. Les familles de la campagne vivent autrement, dirent-ils alors. Eulalia continuait de prier pour un miracle. Je rêvais d'emmener Inès et Luz dans une école, dans une église, dans un endroit où elles pourraient apprendre leur nom complet et écrire des lettres à d'autres enfants également piégés dans les labyrinthes de sang et de peur. Ce fut alors, un matin de novembre, qu'ils trouvèrent une boîte différente au point d'échange.
Il n'y avait pas de nourriture, ni de livres. Seulement une chose. La poupée de chiffon qu'Eulalia se souvenait avoir vue dans la première maison, avec un nœud noir autour du cou et le mot « lose » cousu sur la poitrine. C'était un signe. Mais de quoi? À l'intérieur de la poupée, cousu à son ventre, il y avait un papier. Écrit au crayon, il disait « Elle ne pleure plus ». Eulalia tomba à genoux. Dario dut l'embrasser. Cela pouvait signifier n'importe quoi. Que Luz dormait enfin paisiblement. Qu'elle était partie. Qu'elle était restée silencieuse. Qu'Ismaël ne pouvait plus s'occuper d'elle. Ou que quelque chose de pire était arrivé. À partir de ce jour, les boîtes de dons cessèrent d'être ramassées. Personne d'autre n'apparut. Les sentiers étaient abandonnés. Il n'y avait pas de nouvelles lettres. Il n'y avait pas de nouvelles traces. Mais, peu avant la fin de cette année, une institutrice rurale d'un village voisin appela anonymement la radio. Elle dit qu'une fille avait essayé de s'inscrire à l'école, mais sans document. La fille dit s'appeler Inesos Alès. Elle avait 9 ans, mais lisait comme une jeune fille de 15 ans. Et quand elle vit la croix sur le mur de l'école, elle pleura en silence. L'institutrice demanda à propos de sa famille. La fille répondit « Ceux qui m'ont fait du mal ne sont plus là. Ceux qui ont pris soin de moi sont perdus. » Il n'y a pas de confirmation que ce fût la même Inès. L'école ne put jamais l'enregistrer officiellement. Mais l'institutrice, en écoutant l'histoire à la radio, le sut. Elle dit que les yeux étaient les mêmes. Tristes, asymétriques, mais vifs. Et peut-être, c'était tout ce qui restait. Une vie marquée par l'horreur, essayant de trouver un endroit où le silence ne serait finalement pas le seul langage parlé. Après l'appel de l'institutrice rurale, tout sembla se figer. Eulalia nota avec précision le nom de l'école, le village et le jour de la supposée apparition d'Inès. Mais quand elle et Dario arrivèrent une semaine après, la fille avait déjà disparu. La directrice, craintive, dit que la fille l'était apparue seule, un matin nuageux, avec une robe sale, les cheveux attachés avec une cordelette et un vieux sac à dos avec seulement un cahier à l'intérieur. Elle dit qu'elle ne voulait ni nourriture, ni aide, seulement apprendre à écrire. Son écriture était tremblante, mais ses mots avaient de la force. Elle connaissait son nom complet, mais affirma n'avoir pas de nom de famille. Quand on lui demanda le nom de son père, elle répondit « Je ne sais pas ». L'institutrice qui avait passé l'appel dit qu'Inès était polie, mais méfiante. Elle ne souriait jamais. Elle écrivit de courts poèmes sur des feuilles volantes et une fois, elle dessina un arbre avec des racines qui s'enroulaient formant des visages déformés. Quand on lui demanda ce que cela signifiait, elle dit simplement « C'est ma maison ». Le dernier après-midi où ils la virent, je voyais. La fille attendait assise sur le porche de l'école. L'institutrice alla chercher quelque chose dans l'arrière-boutique. Quand elle revint, Inès n'était plus là. Seul restait le cahier sur le banc de bois, avec une page écrite à la main « Je ne veux pas disparaître, mais si on me cherche, on ne trouvera pas ceux d'avant. » Eulalia pleura en lisant ces mots. Elle savait que, derrière eux, se cachait une supplication de protection. Peut-être Inès craignait d'être traquée, ou peut-être avait-elle déjà appris que toute approche adulte se termine par l'abandon ou le châtiment. Dario a tenté d'obtenir des images des caméras de sécurité des commerces proches, mais il ne les a pas trouvées. La fillette semblait s'être volatilisée en chemin. Ne sachant plus quoi faire, Eulalia décida de retourner à l'endroit où ils avaient trouvé les boîtes ramassées. Elle apporta des fleurs, une couverture et une lettre. Elle écrivit « Où que tu ailles, nous ne t'oublierons pas. Tu es plus forte que ton histoire. » Elle laissa tout là, sous une roche, près du sentier où Ismaël
avait été vue pour la dernière fois, et elle rentra chez elle sans dire un mot. Dans les semaines suivantes, l'affaire Rosales fut officiellement classée par les autorités locales, par manque de preuves légales. L'enquête n'a jamais mené à aucune arrestation. Le terrain de la vieille maison était couvert de mauvaises herbes. La deuxième cabane avait déjà été détruite par les éléments. Les traces furent effacées par la pluie, et les fillettes disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. Mais alors, quelque chose d'inattendu arriva. Dario reçut une enveloppe Kraft par courrier, sans expéditeur. À l'intérieur se trouvait une photographie ancienne, décolorée, mais encore visible. Elle montrait une jeune femme aux traits familiers, un visage légèrement symétrique, des yeux cernés et des cheveux foncés attachés en tresses. À ses côtés se trouvait une fille plus jeune, au visage flou en raison de l'exposition de l'image. Au verso, écrit d'une main ferme, Ciudad Valles, 1985 Ungeli. La deuxième partie de son nom était arrachée. À côté de la photo se trouvait un morceau de vieux journal, avec un titre à peine lisible. Homme accusé de violence domestique, la victime refuse de témoigner. La date était 1986. Le nom de l'accusé, Balthazar Rosales. Selon l'article, l'affaire fut classée sans suite au refus du mineur de témoigner. Eulalia comprit, avec douleur, que ce passé n'avait jamais été enterré, seulement recyclé. Le cycle du silence avait commencé des décennies plus tôt. Nalélia avait été une enfant maltraitée. Elle se transforma en mère adolescente, puis en une femme silencieuse et, finalement, en une ombre d'elle-même. Peut-être par peur, peut-être par confusion, peut-être parce qu'elle n'avait jamais rien connu au-delà de cette structure familiale déformée. Dario proposa de créer un podcast pour raconter l'histoire en détail. En utilisant des noms fictifs, en respectant l'anonymat des fillettes et en omettant les lieux. L'objectif était de dénoncer le système qui permettait que des histoires comme celle-là se répètent génération après génération, sans que personne n'intervienne. Eulalia accepta de participer, mais à une seule condition, que la souffrance des fillettes ne soit jamais exploitée comme un spectacle. Que leur douleur soit racontée avec dignité. Que Luz soit rappelée comme la fillette qui pleura dans l'enfermement, et comme Inès, celle qui, malgré tout, voulait encore apprendre à écrire. Le premier épisode eut une portée limitée, mais il émut profondément un petit groupe d'auditeurs. Les gens commencèrent à envoyer des histoires similaires. Des familles qui vivaient en isolement, des enfants sans papier, des rumeurs de communautés qui évitaient tout contact avec le monde extérieur. Une ex-infirmière de la région de Zacatecas écrivit en décrivant un cas identique. Une fillette portant le même nom, Inès Rosales, qui, selon les rapports, avait été admise dans une petite clinique médicale avec une grave infection urinaire, accompagnée par un jeune homme tranquille. Avait-elle fui avant même de recevoir le sérum? Serait-ce la même Inès? Personne ne savait quoi répondre. Ce qui a commencé comme un cas isolé est devenu partie d'un réseau plus vaste, un phénomène silencieux, des familles cachées, des communautés oubliées, des traditions déformées maintenues de force par la peur, l'ignorance ou l'abandon. Des enfants qui n'existent pas dans les documents, mais qui portent sur leur corps les marques d'un système qui a décidé de fermer les yeux. Eulalia a commencé à communiquer avec des ONG qui travaillaient avec des populations marginalisées. L'une d'elles offrait un poulet psychologique à distance pour des cas similaires. Mais, sans savoir où était Nésilus, tout était comme jeter des messages dans des bouteilles à la mer. Jusqu'à ce qu'une nuit, Eulalia reçoive un appel d'un numéro inconnu. C'était la voix d'une fille, faible mais ferme. Elle disait simplement « Je vais bien ».
Ne dis rien. Merci pour les livres. Et puis elle a raccroché. Eulalia a porté le téléphone à l'oreille pendant des minutes, comme si elle pouvait encore entendre plus. Elle a pleuré. Puis elle a souri. Elle n'a rien dit à Dario. Elle a simplement pris le carnet où elle avait tout écrit et a écrit « Elle est toujours vivante ». La semaine suivante, elle a laissé une dernière boîte au début du sentier. À l'intérieur, il y avait une Bible pour enfants, 2 cahiers vierges, des crayons de couleur et une lettre. Elle disait « Si un jour tu veux revenir, nous serons ici. Mais si tu préfères construire ton monde loin de tout cela, nous le comprenons aussi. Personne ne devrait avoir à porter ce que d'autres ont porté avant. Tu es libre. » Il n'y a jamais eu de réponse. Mais des jours plus tard, la boîte a disparu. Et sur le sol, entre les roches, ils ont trouvé une seule fleur dessinée à la craie. Simple, enfantine. Mais là, Eulalia a su, à cet instant, qu'Inès continuait d'essayer, continuait de lutter, continuait d'écrire. Et peut-être, elle avait encore une chance. La fleur peinte sur une pierre au milieu de la colline ne semblait avoir aucune valeur pour personne. Pour un observateur externe, cela aurait été seulement une blague enfantine. Mais pour Eulalia, cette fleur était un cri silencieux, un symbole de vie dans un lieu où pendant des décennies tout avait du sens. Mort, tristesse et honte. Ce n'était pas seulement un croquis, c'était un signe d'existence, de résistance. Une façon de dire « je suis toujours là, même si je ne te vois pas ». Eulalia gardait la pierre comme si c'était une relique. Elle l'a placée sur son bureau, entre les rapports démentis par les autorités, les photos floues prises par Dario et le dessin original qu'Inès avait il y a quelques années, avec la maison en bois et une petite figure enfermée à l'intérieur. Tout semblait faire partie d'un puzzle impossible à assembler complètement. Il manquait des pièces. Tu manquais. La justice manquait. Pendant ce temps, le podcast, déjà avancé discrètement, a commencé à circuler sur des forums de défenseurs des droits humains. Il a été partagé dans des groupes fermés, parmi les travailleurs sociaux, psychologues et enseignants des communautés rurales, et peu à peu a généré des conversations inconfortables. Certains ont accusé le contenu d'être inventé, d'autres désensationnaliste. Mais ceux qui avaient vu quelque chose de similaire de leurs propres yeux, ont gardé le silence. Et alors, ils l'ont écrit en secret. Ils comptaient sur le leur. Ainsi, une nouvelle piste est apparue. Un jeune volontaire d'une organisation religieuse a dit avoir pris en charge une jeune fille qui correspondait à la description d'Inès. Elle a dit qu'elle s'appelait Anna. Mais elle ne savait pas comment effacer son nom de famille. Elle avait le même type d'asymétrie faciale, le même silence dense dans le regard et une expression en voyant la croix que le jeune homme n'avait jamais oubliée. De plus, dis-je, la fille avait une petite cicatrice verticale entre la lèvre et le nez, à peine visible, identique à celle que Dario avait mentionnée dans l'un des reportages du podcast. Le volontaire n'a pas pu fournir plus de détails. Je dis seulement que la fille n'est pas revenue au refuge. Elle apparaissait un jour en demandant du pain et disparaissait le lendemain. Mais alors, à l'intérieur d'une Bible pour enfants, un livre écrit en grandes lettres irrégulières, quand une fleur pousse dans la montagne, dans le Corten. Regardons le soleil. Dario a lu la phrase à voix haute dans l'épisode suivant du podcast. Eulalia, en l'écoutant, s'est effondrée. Cette métaphore à elle seule aurait pu venir de quelqu'un qui comprenait profondément ce que signifiait avoir grandi dans l'obscurité. Elle connaissait ce genre de douleur. Pas en personne, mais sur les visages des enfants qu'elle a aidés tout au long de sa vie.
C'était le genre de douleur que personne ne décrit avec des mots, mais que l'on peut voir dans la façon dont tu te recroquevilles quand quelqu'un t'offre de l'affection, dans le fait de refuser de toucher, sans peur de parler à voix haute. Les jours suivants, Eulalia est remontée à la montagne. Non pas dans l'espoir de retrouver Inès, mais pour sentir qu'elle pouvait encore lui être utile. Elle a pris une autre boîte avec des graines de fleurs, une lanterne solaire, des petits vêtements et un nouveau cahier avec des pages colorées. Elle a laissé une courte lettre. Si quelqu'un veut écrire ton histoire complète, voici suffisamment de pages. Mais alors, tu peux l'écrire. Et si toi aussi, tu peux déchirer le papier. Souviens-toi seulement, ce que tu vis n'est pas de ta faute. Ce fut la dernière fois que Lalia se rendit à cet endroit. Peu après, un incendie de forêt a dévoré une partie de la forêt où se trouvait l'ancien sentier. Les autorités ont affirmé que c'était accidentel. D'autres ont soupçonné qu'il s'agissait d'un acte intentionnel pour nettoyer la zone des intrus ou des résidents non enregistrés. La végétation a été réduite en charbon. La clairière, auparavant protégée par des arbres, est devenue un terrain sec et dégagé. Quand Eulalia a appris la nouvelle, elle s'est rendue en courant sur les lieux. Il ne restait rien. Ni une pierre, ni une boîte, ni une fleur. Seulement un morceau brûlé du cahier de couleurs, avec une seule page intacte. Dessus, il y avait un dessin d'une fille assise devant un feu de camp. Et la phrase « Ce qui brûle ne disparaît jamais ». C'est alors qu'Eulalia a compris que peut-être elle ne reverrait plus jamais Inès. Que peut-être la vie de la fille était faite d'apparitions et de fuites, comme un oiseau qui a appris à se cacher avant d'apprendre à voler. Mais elle savait aussi qu'Inès avait survécu au pire, qu'elle était toujours en vie, et que, d'une certaine manière, elle avait appris à trouver des mots pour expliquer sa douleur. Des mois plus tard, une nouvelle est arrivée dans les journaux locaux, la naissance d'une fille dans une communauté rurale dont les parents étaient sans papier. La mère, selon les rapports, était une jeune femme aux traits inhabituels, qui parlait peu et évitait le contact visuel. La sage-femme a dit que la fille a accouché seule, sans crier ni pleurer. À la fin, elle a simplement demandé qu'on l'appelle Sol. Dario a réussi à contacter la sage-femme. Quand il lui a montré la photo floue d'Inès à la fenêtre, la même qu'on lui avait prise des années auparavant, la femme a hésité et, baissant le ton, elle a dit « Je n'ai pas pu la retenir. » Mais elle avait les mêmes yeux, comme si j'avais porté le poids de beaucoup d'autres vies sur moi. Eulalia est restée silencieuse en entendant cela. Pour la première fois, elle a imaginé Inès adulte. Ce n'était plus une fille cachée dans l'obscurité, mais une femme donnant naissance à une nouvelle vie. Peut-être maintenant, elle pourrait faire les choses d'une autre manière. Peut-être le soleil n'avait pas à grandir entre des murs inventés ni avec des noms de famille répétés. Peut-être celle-ci serait la première génération libre. À la fin de l'année, Eulalia reçut une enveloppe blanche, avec une écriture tremblante. À l'intérieur, il y avait une seule page, écrite au crayon. « Merci de m'avoir reçu. Tous ne le font pas. J'ai pensé que si quelqu'un comme toi supposait que j'existais, alors je n'étais pas un fantôme. » La feuille était accompagnée d'un bouton de fleurs séchées. Ce fut suffisant. Eulalia cessa de chercher, mais elle ne cessa jamais de raconter. Lors de réunions avec de nouveaux volontaires, lors des sessions de formation de maîtres ruraux, dans les silencieux couloirs des centres de santé, elle répétait toujours « Si vous trouvez une fille sans nom, demandez-leur si elle a jamais dessiné des fleurs avec de l'encre. » Et dans son bureau, sur l'étagère, reposait encore la pierre originale. La fleur dessinée par Inès, la seule qui ne brûlait pas, la seule qui n'a jamais cessé d'exister,
Les années passèrent. L'affaire Rosales, comme elle fut annoncée à voix basse, resta ensevelie parmi les papiers administratifs, les courriels sans réponse et les plaintes qui ne dépassèrent jamais le premier folio. Pour le système, elle n'exista jamais. Pour les statistiques, elle ne laissa pas de traces. Mais pour Eulalia, pour Dario, pour ceux qui écoutèrent et osèrent regarder parmi les ombres des montagnes mexicaines, ce fut un héritage ouvert qui ne termina jamais de se refermer. Avec le temps, Eulalia quitta son travail d'infirmière rurale. Elle accepta un poste de coordination dans un programme de santé communautaire, ce qui, dans le pays, était appelé un poste administratif. Mais je l'acceptais avec une seule condition: que je puisse inclure parmi mes responsabilités la création d'un programme spécial pour les enfants sans identité légale. Je ne voulais plus de papier mort. Je voulais des portes ouvertes, des histoires vivantes. Le programme reçut un nom symbolique: Enfant avec nom. Ce fut un petit geste, mais chargé de signification. Eulalia savait que tout commençait là. Nommer, c'est reconnaître. Nommer, c'est dire « je te vois ». Rompre le cycle de silence signifia, avant tout, donner à un enfant le droit de dire qui il est. Dario, à son tour, transforma le podcast en une série documentaire. Il visita des communautés, interrogea des survivants et recueillit des témoignages de travailleurs sociaux, de maîtres, de guérisseurs, de sages-femmes et même d'anciens membres de la famille qui avaient fui des situations similaires. Dans un épisode, sans mentionner le nom d'Inès, il raconta l'histoire d'une fille qui dessinait des fleurs sur des pierres pour laisser des messages dans la forêt. Cette image avec Moby au cœur. Beaucoup commencèrent à envoyer des dessins similaires, depuis différents endroits. Dans certaines lettres, il disait « Moi aussi j'ai dessiné des fleurs ». Ce fut comme si, soudain, Inès n'était plus seulement une. Elle était beaucoup. Et ce fut ainsi que l'affaire, même sans visage, sans document et sans fin définitive, commença à se transformer en un symbole. Non de tragédie, mais de résistance, de survie, de renaissance. Eulalia ne revint jamais à savoir directement d'Inès. Ni appel, ni lettre, ni nouveau dessin. Mais, de temps en temps, surgissaient des pistes. Une jeune femme qui refusa de donner le nom de son père en enregistrant son fils. Une femme qui porta des cahiers vides au marché et les laissa sur un banc du parc. Une fille dans une école de Cambaro qui dit que la fleur de sa mère avait été en silence. Tous étaient des signes fragiles. Mais pour ceux qui connaissent le silence, même les chuchotements sont assourdissants. Un jour, déjà dans son nouveau rôle, Eulalia fut appelée à une réunion d'urgence. Une fille de 12 ans a été trouvée errant seule à la gare routière de Matehuala. Sans papier, sale, affamée et avec une lettre dans sa poche. La psychologue qui l'a prise en charge a dit que la fille refusait de parler de sa famille. Elle lui a simplement remis la lettre et a dit « C'est de celui qui m'a vu le premier ». La lettre disait « Si la fleur se ressème et tombe dans une autre terre, et pousse dans une autre, ne lui demande pas d'où elle vient. Demande-lui où elle veut aller. » L'écriture était différente, plus mûre, mais l'essence, identique. Eulalia a demandé à voir la fille. En entrant dans la pièce, son cœur battait fort. Ce n'était pas Inès, c'était une autre, avec des yeux similaires, mais plus ronds. Un visage également asymétrique, mais différent. Une nouvelle fleur. La psychologue lui a expliqué que, avec patience, la fille lui avait raconté quelque chose de plus. Qu'elle venait d'un ranch où personne n'avait de nom complet. Qu'elle avait des frères et sœurs, mais ne savait pas qui était son père. Qu'un jour, une fille est passée et lui a dit
Si tu n'aimes pas la façon dont tes racines poussent, marche vers l'endroit où le soleil brille. » Et elle est venue. Eulalia a compris. Inès semait, non seulement en survivant, mais en ouvrant la voie à d'autres, transmettant la parole comme le feu, non pour brûler, mais pour éclairer. Sa douleur, qui pendant des années avait été sa prison, était maintenant un pont. Et cette nouvelle fille a été accueillie. Elle a reçu des soins, des vêtements, de la nourriture, de l'affection. Elle a choisi son propre nom, Sol. Elle disait qu'elle voulait qu'on l'appelle ainsi parce que le soleil fait tout voir, même si cela fait mal. Dans les mois suivants, d'autres enfants ont commencé à apparaître. Isolés, effrayés, mais avec de petits signes en commun, des histoires brisées, des noms de famille répétés, des yeux qui semblaient plus vieux que leur corps. Certains disaient avoir entendu parler d'une fille qui enseignait à écrire parmi les arbres. Qui disait que dessiner c'était se souvenir? Qui laissait des fleurs de pierre pour montrer le chemin? Eulalia ne doutait plus, et en cela s'était transformée en quelque chose de plus. Un symbole, une légende vivante, un écho, peut-être tout cela, peut-être plus. Un samedi après-midi, Dario a organisé une exposition silencieuse avec toutes les images qu'il avait collectées au fil des ans. Photos floues, dessins d'enfants, portraits non signés. Et, au centre de la salle, sur une pierre recouverte de tissu blanc, se trouvait la fleur de thé originale. Aucun visiteur n'a parlé pendant la visite. Ils ont seulement laissé des notes. L'une disait « Ma mère était une Rosals. Elle ne m'a jamais raconté son histoire. Elle m'a seulement appris à ne pas la répéter. Merci d'avoir donné une voix à ce qu'elle n'a pas pu dire. » Une autre. « Moi aussi je suis né dans une maison sans fenêtre, mais j'ai appris à voir dans l'obscurité. Maintenant je suis maîtresse. Je leur enseigne à écrire leur nom. » L'exposition a duré une semaine. À la fin, Eulalia a emporté la pierre chez elle. Elle l'a placée dans un petit jardin qu'elle avait dans la cour arrière, à côté des fleurs qu'elle avait commencé à cultiver après sa retraite. Là, entre les marguerites et la lavande, reposait l'image d'Inès, sans visage mais avec une présence. Certaines nuits, elle s'asseyait à ses côtés et lisait à voix haute les notes qui arrivaient par courrier. Parfois, elle riait. Parfois, elle pleurait. Mais elle terminait toujours de la même manière, en disant merci, comme si elle répondait à une prière. À la fin de cette année, une nouvelle lettre est arrivée à la radio, écrite à l'encre Sul, non signée. Elle disait « Ne me cherchez pas. Je ne suis plus cette fille, mais je continue à dessiner des fleurs. Je les laisse là où je sais que quelqu'un les trouvera. Parfois je pense que la lumière me regarde et sourit. Où qu'elle soit, elle est libre, comme moi. » Dario lui a donné la lettre à la fin de la saison. Silence. Puis, il a ajouté une musique douce en fond et a conclu par une phrase. Parfois, raconter une histoire n'est pas seulement pour que quelqu'un la découvre, mais pour qu'elle ne se reproduise plus. L'affaire Rosales n'a jamais été jugée. Sans gros titre, sans justice formelle, mais, d'une certaine manière, elle a transformé des vies. Parce qu'une fleur qui pousse au milieu de la forêt, où personne ne regarde, et qui insiste pourtant pour fleurir, mérite qu'on s'en souvienne. Et ceux qui portent son nom, même sans savoir d'où il vient, méritent au moins de ne pas porter sa douleur. Le silence parfois ne s'oublie pas. Parfois, ce n'est qu'une autre forme de résistance. Et c'est ainsi que Eulalia l'a appris au fil des ans. Chaque fois qu'une trace d'Inès ou d'autres filles comme elle glissait timidement dans les marges de la société, une confession complète n'a jamais été faite. La vérité totale n'apparaissait jamais. Mais de temps en temps,
apparaissait un mot, un symbole, un dessin sur une pierre, une fleur brodée sur un papier, une fille aux yeux inégaux qui demandait si l'école avait aussi une fenêtre. Mais pour la majeure partie du pays, l'histoire des Ozales était une légende d'horreur rurale, une anomalie qui semblait appartenir au passé. Mais pour ceux qui travaillaient à la campagne, pour ceux qui s'aventuraient dans des ranchs reculés, parlaient avec des personnes âgées méfiantes et vérifiaient à la main les cahiers scolaires, l'histoire restait vivante. Déguisée sous d'autres noms de famille, cachée dans les collines où les recensements ne peuvent pas être recueillis. Se répétant, une de ces répétitions est parvenue aux oreilles de Dario par l'intermédiaire d'un médecin volontaire dans la zone de Jalpan, de Serra, à Querétaro. Le professionnel a décrit avoir soigné, lors d'une journée de vaccination improvisée, 3 enfants présentant de notables malformations faciales. L'un d'eux avait le menton rétracté, les yeux asymétriques et une légère déviation de la colonne vertébrale. Le plus inhabituel n'était pas la condition, mais la réponse du soi-disant prêtre quand on l'a interrogé sur ses antécédents familiaux. Nous sommes tous des Rosales. Nous l'avons toujours été. Face à l'insistance, l'homme est devenu nerveux et a fini par retirer les enfants avant de terminer la consultation. Dario a partagé cette information avec Eulalia, qui a immédiatement reconnu le chef. Nom répété, traits physiques similaires, isolement. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une continuité. C'était à l'ombre de ce qu'était Balthazar, se ramifiant à travers les conflits du pays. Tous savaient que l'affaire ne serait jamais résolue devant les tribunaux. Mais ils savaient aussi que, avec chaque enfant qui était nommé, avec chaque fille qui pouvait fréquenter une école sans avoir à cacher son histoire, le cycle se brisait un peu plus. Eulalia, après s'être retirée de ses fonctions formelles, a commencé à offrir des ateliers communautaires dans des zones à haut risque. Sa méthode était aussi simple que puissante. Arriver avec une boîte de crayons de couleur, des feuilles blanches et une question : comment es-tu à la maison ? Et on ne se parle pas à des arbres qui vont, d'autres chiens, de là. Mais de temps en temps, apparaissait le dessin d'une maison sans fenêtre, avec les portes fermées, avec des figures humaines sans visage. C'était à ces moments-là que commençait le véritable travail. Dans un de ces ateliers, une fille de 6 ans a dessiné une petite figure, avec une fleur à la main. Quand Eulalia a demandé qui c'était, la fille a répondu « C'est ma sœur. Mais elle n'est pas ici. C'était une fleur. » La phrase était écrite sur la peau. Parce que ce n'était pas la première fois qu'une fleur apparaissait comme symbole d'évasion, de mémoire, d'une autre vie possible. De son côté, Dario donnerait à avoir rassemblé tout le matériel disponible. Photos, lettres, enregistrements, interviews, notes de terrain. Et elle commença à travailler sur un long documentaire. Ce ne serait pas pour la télévision commerciale. Je ne cherchais pas l'audimat. Je voulais créer une archive vivante. Quelque chose qui était tombé. Quelque chose qui fonctionnerait. Quelle nuisance! Qui nous a accompagnés? Le documentaire s'intitulait « Là où des fleurs sans nom avaient poussé ». Là, sans montrer de visage réel, des fragments d'histoire étaient racontés avec des animations douces, avec des voix réelles de survivants et des groupes honoraires composés de musiciens volontaires. Une narration disait, à un moment donné, « Peut-être nous n'avons pas pu trouver la lumière. Mais peut-être pourrions-nous être lumière pour quelqu'un d'autre. » Et ce qui commença comme un projet modeste gagna finalement de la reconnaissance à l'étranger. Les universités demandèrent des copies. Des organisations de droits de l'homme projetèrent des fragments lors de congrès. Une ONG européenne finança la traduction en 3 langues. Mais le plus grand impact vint d'où ils s'y attendaient le moins. Des mois après la première du documentaire, Eulalia reçut une lettre par courrier postal, sans expéditeur,
mais avec un cachet postal d'un village de l'intérieur de Puebla. À l'intérieur, il y avait une photographie. Elle montrait une jeune femme aux traits familiers, tenant dans ses bras une petite fille aux cheveux foncés. Les deux étaient assises devant un mur lisse, avec des fleurs dessinées à la craie derrière. La femme souriait. Mais le détail le plus frappant était la poupée que la fille tenait, faite de chiffon, avec un ruban noir autour du cou et le mot de sol brodé sur la poitrine. Il n'y avait aucune lettre, seule l'image. Mais pour Eulalia, c'était suffisant. Elle savait ce qu'elle voyait. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle savait qu'Inès avait brisé le cycle. Cette lumière, où qu'elle fût, s'était transformée en une fleur, un souvenir. Un souvenir. Et maintenant, il y avait une nouvelle opportunité dans les bras de cette fille. Sol, la fille d'une femme née de l'horreur, mais qui choisit un autre chemin. Après cela, Eulalia écrivit sa dernière entrée dans le cahier qu'elle gardait depuis le premier jour où elle vit Inès à la clinique rurale. Elle écrivit « Quand je vis Inès pour la première fois, je vis de la peur. Aujourd'hui, je vois dans ses yeux la décision de ne pas répéter ce qui l'a détruite. Les fleurs continuent de fleurir en silence. Mais elles ne fleurissent plus seules. » Et elle ferma le cahier. Elle n'écrivit plus jamais dedans. Mais elle en commença un autre, un vierge. Le nouveau cahier n'a ni date ni titre, seulement une couverture avec un dessin, une fleur poussant entre des pierres. Dessous, en lettres simples, une phrase. Ici commence une autre histoire. Pourquoi c'est ce qu'Inès avait fait? Elle ne réécrivit pas le passé, mais elle commença le futur. Et parfois, cela seul suffit à changer le monde de quelqu'un. Tout ce qui se casse ne peut pas être réparé. Mais parfois, ce qui naît des fragments a une force qui autrement n'aurait pas pu exister. Ainsi Eulalia comprit l'histoire d'Inès, de Lumière, de Sol, de tant d'autres filles dont les noms n'apparurent jamais dans les registres officiels. Mais qui la laissèrent avec leurs discours, avec leur silence, avec leurs regards asymétriques qui en disaient plus que n'importe quel témoignage judiciaire. Le cas de la famille Rosales, bien qu'enterré par les institutions, nié par les autorités et réduit au silence par la peur, ouvrit une porte. Non pour le châtiment, ni pour la justice traditionnelle, mais pour la mémoire. Parfois, se souvenir avec honnêteté et tendresse est l'acte le plus précieux qu'une société puisse réaliser. Avec le temps, Eulalia reçut plus de fleurs que ce qu'elle rapporta. Ni fleurs de jardin, ni fleurs de ciment. Fleurs faites de papier, de craie, de toile. Fleurs dessinées sur des lettres anonymes, fleurs brodées sur des serviettes. Fleurs imaginées par des filles qui ont écouté leur histoire et l'ont comprise sans pouvoir se défendre par elles-mêmes. Ce qui leur est aussi arrivé à quelqu'un d'autre, que même l'impensable pouvait être nommé. Dario, de son côté, a continué à documenter d'autres cas. Il n'a plus jamais mentionné Rosales par son nom. Mais dans chaque histoire qu'il racontait, il laissait un espace, un silence, un fragment inachevé. Parce qu'il savait qu'il y a des récits qui ne disparaissent jamais entièrement, qui vivent et respirent en marge, qui continuent d'évoluer, même quand personne ne les regarde. Une nuit, lors d'une conférence qu'il a donnée dans une université du nord du pays, un jeune homme de 20 ans s'est approché de lui, avec de grands yeux et une expression sereine. J'ai dit à mon frère, « Merci. Ma mère m'a raconté ton histoire après avoir vu ton documentaire. Ce ne fut pas facile, mais ce fut libérateur. J'ai appris que, même s'il y avait eu une erreur, je n'étais pas obligé de la répéter.
Dario ne lui a pas demandé son nom. Il l'a simplement serré dans ses bras. Ixet, parce qu'il a compris que c'était la conséquence la plus profonde de tout ce qu'il avait fait, rompre des chaînes invisibles. Démontrer que les héritages de génération ne sont pas des fatalités inévitables, que l'on peut faire au début, puis chercher la lumière. Dans une autre région du pays, Eulalia a assisté à une cérémonie scolaire dans une communauté où elle avait travaillé des années auparavant. Le maître m'a demandé de remettre les diplômes aux élèves qui avaient terminé le primaire. Parmi les enfants formés, il y avait une fille avec des tempes dégarnies, des yeux légèrement inégaux et une expression sereine. En recevant son diplôme, elle a murmuré « Ma sœur s'appelle Flore. Je m'appelle Luce. Elle n'est jamais née. Mais je suis ici. » Eulalia a retenu ses larmes. J'ai tenu le diplôme et je lui ai simplement dit « Tu es ici. » Et cela change tout. C'est ainsi que, peu à peu, le cercle s'est refermé d'une histoire qui a commencé avec une fille malade, qui est arrivée pieds nus dans un centre de santé, accompagnée d'un jeune homme qui ne savait pas comment la protéger, qui était son frère, son prêtre, son ombre. Une histoire qui a impliqué des générations de silence, de douleur et d'abandon. Mais c'est aussi une histoire où la compassion, l'écoute et la persévérance ont réussi à forger un chemin. Peut-être que rien ne se reproduira depuis là où j'ai terminé. Et c'est, si Luz reste vivante dans la mémoire de ceux qui l'ont appelée. Si le soleil grandira libre, ou si quelqu'un devra aussi écrire sur des pierres pour survivre dans le passé. Mais quelque chose est clair. Ce qui a commencé dans une maison sans fenêtre vit maintenant dans des milliers de foyers. Chez les maîtres qui demandent davantage leur nom de famille. Chez les infirmières qui n'ignorent pas les vieilles cicatrices. Parfois, tu ne peux pas ouvrir la porte quand une fille étrange apparaît désorientée. Aujourd'hui, l'histoire des Rosales est un murmure collectif. Un avertissement. Un accord. Une fleur nue là où la terre était autrefois sèche. Si tu es arrivé ici, si tu as écouté jusqu'au bout, si tu as ouvert ton cœur à ce qu'il y a derrière ces mots, alors tu fais partie de quelque chose de plus grand, parce que toi aussi tu as décidé de ne pas chercher ailleurs. C'est pourquoi nous t'invitons à ne pas laisser cette histoire ici. Partage-la, commente. Ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce qui t'a ému à l'intérieur. Ta voix peut aider beaucoup d'autres filles qui n'ont pas à vivre en silence. Ta réaction peut donner de la force à quiconque jusqu'à ce qu'il ose parler. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois que ces histoires doivent de continuer à être racontées. Si tu connais quelqu'un qui ait besoin d'entendre cela, n'hésite pas à le partager. Parce que lorsqu'une fleur pousse sur la colline, celle-ci seule, fragile, effrayée, elle a besoin que quelqu'un lui dise qu'elle mérite aussi de voir le soleil. Et peut-être, avec ton aide, beaucoup plus puisse être réalisé. Merci d'écouter. Merci de ressentir. Merci de ne pas l'oublier.